nous accueillons à la table des gens qui ont des choses à dire, bien sûr, puisque c'est le principe même de la radio et de cette radio qui est, je le rappelle, implantée pour une semaine au moins au festival Contre-Courant qui a lieu sur l'île de la Barthelasse. Et là, nous venons d'assister à un spectacle qui demande quand même d'être attentif et qui aura su faire voyager, voire réfléchir profondément à propos de quelques questions. Alors moi, je vais partir du micro et je vais m'en aller avec un petit micro itinérant de sorte qu'on puisse donner la parole à nos amis spectateurs qui sont venus nous rejoindre. Quant à vous, monsieur, madame, je vous laisse rapidement vous présenter et c'est parti. Bonjour, c'est bon là ça? Oui. Ok, je m'entendais pas. Donc je suis Henri-Jules Julien, je suis l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle. Virginie Gabriel que vous avez vu et Mahmoud El Haddad, l'acteur égyptien qui jouait Mahmoud. Donc on s'excuse et on l'excuse parce qu'il a un engagement et il doit partir tout de suite. Voilà. C'est bien, moi j'ai pas besoin de me présenter puisque Jules l'a fait, c'est parfait. Voilà. Ah oui, il y a pas de. Bon, aujourd'hui j'ai pas de micro, c'est comme ça. Peut-être qu'il faut que tu parles plus près de la banette. Il faut que je parle plus. Excusez-moi, je suis pas une professionnelle du. Voilà. Ah là c'est bien. Ah merci. Pardon. Voilà, donc je sais pas comme on a parlé pendant une heure, peut-être que on peut écouter. Alors cette fois-ci, mesdames, messieurs, la parole est à vous. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est le moment de poser des questions, voilà, de pouvoir remplir l'espace sonore de choses existentielles. Oui, bon. Je suis pas sûr que le micro marche. Ah bon. Oui, bonsoir. Déjà, merci parce que de ce moment d'émotion. Et j'aurais aimé savoir d'où vous est venue cette mise en scène sur un sujet aussi réaliste et aussi proche de nous. Alors, il se trouve que j'ai longtemps vécu en Égypte et maintenant je vis à Casablanca, donc je vis dans les mondes arabes depuis longtemps. Et au bout de quelques années en Égypte, cette question des préjugés que les uns ont sur les autres et les uns unes sur les autres et les autres sur les uns unes a commencé à m'obséder. La manière avec laquelle je trouvais que nombre de mes camarades artistes qui arrivaient, qui faisaient des choses en Égypte, là où j'étais, ça ne me convenait pas du tout. Enfin, il y avait quelque chose que je trouvais, ce qui est un peu traversé dans le spectacle. Et donc, je savais pas comment. Enfin, je voulais essayer d'aborder cette question-là qu'on peut qualifier du côté européen d'orientalisme au sens d'Edward Said, mais à condition de considérer que pourrait exister un occidentalisme de l'autre côté, parce qu'on n'est pas les seuls capables d'avoir des préjugés, même si, comme dit l'historien français Gérard Noiriel, les préjugés ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une phrase formidable que je trouve qui s'applique parfaitement à cette situation, alors que pour lui, il parlait de la France. Il disait que ce qui distingue les êtres humains, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de préjugés, mais c'est de pouvoir ou pas les imposer à d'autres. Donc moi, j'ai l'impression que nous autres Européens avons plus de pouvoir d'imposer nos préjugés aux Africains du Nord, pour ne parler que de ce que je connais, que dans l'autre sens. Mais les préjugés ne sont pas moins forts de l'autre côté. Donc l'idée, c'était de mettre les pieds dans ce plat-là, avec quand même une boussole, c'est d'essayer de faire que tout le monde balaye quand même devant sa porte. Ce qui peut-être, quand on a les pieds dans un plat et qu'on balaye devant sa porte, on est un peu contrit, donc peut-être que ça génère une théâtralité un peu, modeste, comme celle qui est la nôtre. Mais voilà, c'était ça l'affaire. Et donc il se trouve que je vivais au Caire au moment où l'idée m'est venue. Et en fait, pour revenir une étape en avant,
j'ai rencontré Mahmoud très rapidement. Enfin, j'ai su que Mahmoud existait très rapidement après mon installation au Caire, parce que je l'ai vu sur scène jouer, danser. En fait, je l'avais jamais vu jouer du théâtre au Caire, lui. Voilà, oui. Et donc voilà, et sa présence m'avait tout de suite saisi, quoi. Et il se trouve que par ailleurs, et quasiment en parallèle, j'avais fait la connaissance de Nini, qui est voilà, une performeuse, artiste, etc. Mais j'ai fait sa connaissance vraiment derrière le bar d'un théâtre en Lorraine, et avec ce rire incroyable qu'elle a. Un jour qu'elle riait derrière le bar, j'ai eu l'image de Mahmoud qui m'a traversé comme ça, et je me suis dit, tiens, ces deux-là, c'est un couple de scène. Mais j'avais aucune idée, hein. Et ce n'est que 2 ou 3 ans après que je me suis posé la question de ça, de la rencontre interculturelle. Et puis je me suis dit, mais il faut aller au plus simple, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat. Donc on prend une Française et un Égyptien, puis on les fait se rencontrer. Et puis en fait, le couple, il était déjà là. Voilà. Enfin, il existait déjà. Voilà. Et après, bon, peut-être que c'est... Alors je continue peut-être, mais donc en fait, j'ai... concrètement, physiquement organisé la rencontre entre eux il y a 2 ans, il y a 2 étés. Voilà, c'est presque romanesque. J'avais demandé à ma mère de nous prêter sa maison dans le Lot. Et Nini descendait de la Lorraine par le train. Et nous, on remontait du sud. On se croyait dans une chanson de Michel Fugain. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés sur le quai de la gare de Gourdon, sous-préfecture du Lot. Voilà. Et on s'est retrouvés après tout de suite chez ma mère, autour d'une table avec un micro. Et donc, ils ont commencé, voilà. Alors, vas-y, Nini, comment tu fais connaissance avec Mahmoud ? Mahmoud, comment tu fais connaissance avec Nini ? Et puis ensuite, on a essayé de passer en revue toutes les questions qu'on se disait qu'un Français ou une Française pouvait se poser sur un Égyptien, un Arabe, un musulman, La même chose de l'autre côté. Puis on a vraiment fait des listes, les questions les plus connes, les questions les plus racistes, les questions les plus naïves, voilà. Et puis petit à petit, on a commencé des espèces de petites improvisations de dialogue comme ça, qui étaient enregistrées tout le temps. Puis après, la nuit, moi, je transcrivais, et puis on construisait petit à petit des séquences. Et puis on est arrivé à une première version de ce texte qui était encore plus copieux que ça, avec encore plus de traversées de préjugés, mais qui était parfaitement chiant en fait. C'était une espèce de partie de ping-pong vraiment totalement, vraiment impossible. Et je me suis retrouvé coincé avec ce truc-là. Tout le monde me disait, oui, les questions c'est intéressant, mais voilà, on s'emmerde vraiment bien, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai fait appel à un dramaturge marocain qui s'appelle Younes Anzal, qui est un type d'une grande finesse, une intelligence très très fine et déliée, puis qui est marocain mais qui vit en France depuis 20 ans, et à qui j'ai même proposé d'écrire le texte, mais qui m'a dit non, c'est à toi de l'écrire parce que c'est toi qui as toute la matière. Et en fait, sous sa direction, à partir de ce matériau, j'ai écrit ce texte. Voilà. Voilà. Moi, ma question, elle sera très simple. Voilà, on parle de préjugés, et à un moment, je vois qu'on tape assez régulièrement, surtout de la part de l'occidental et de l'européenne, sur la religion musulmane, hein, et sur des déviances qui sont très bien exposées dans la pièce. Mais à aucun moment, on parle que les préjugés que peuvent avoir sur nous le monde arabe, en général, sur la chrétienté. On n'a quand même pas été tendre avec eux à l'époque des croisades, puis l'Inquisition, puis quand on les a chassés d'Espagne. Je pense qu'il manque ça dans la pièce. Enfin, c'est mon idée. Il manque une critique de la religion chrétienne, parce que toutes les religions se valent. Pour moi, elles sont aussi mauvaises les unes que les autres. Je ne parle pas de hindouisme et du bouddhisme, c'est la même chose. Donc moi, ça m'a manqué. À aucun moment, d'ailleurs, l'européenne ne parle de la religion chrétienne. Et elle a fait du mal, cette religion aussi, et énormément de mal. Alors bon, ça, je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord avec vous sur le constat qu'on ne parle pas de la religion chrétienne dans le spectacle.
Après, moi, je pense que quand même la religion chrétienne, en tout cas pour ce qui est de la France, voilà, balayons devant notre porte. Pour ce qui est de la France, je pense que le christianisme n'est plus un problème, n'est même quasiment plus une question. Alors, c'est pas tout à fait vrai, on l'a vu, le manif pour tous, et tout ça. Enfin, bon, quand même. Mais effectivement, après, voilà, pour vous dire, dans la première version du texte, celle qui était tellement ennuyeuse, après le récit de Mahmoud qui fait de son éducation religieuse avec le cher, les cassettes, etc., Nini faisait l'éducation de... Là, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment exactement comme on est dans le spectacle, c'est-à-dire que là, il n'y a plus que le metteur en scène et l'auteur qui parlent. Voilà. Et donc, Nini, on avait le récit symétrique, puisqu'en fait, ce qui était chiant, si vous voulez, c'était que c'était vraiment éping, épong, voilà. Et donc, le récit symétrique, c'était le récit par Nini de son éducation religieuse organisée par sa famille dans le garage de leur maison, avec le curé qui venait, voilà, dans cette petite ville de Lorraine où on réunissait quelques gamins. Et ce curé, en fait, était un type qui était physiquement absolument repoussant, adipeux, avec une mèche, etc., voilà, et des dents pourries, etc., etc. Et pour vous raconter la scène que vous n'avez pas vue, j'ai décidé de l'enlever, à un moment, Mahmoud dit mais les parents, ils vous laissaient seuls, vous les enfants, avec le prêtre, voilà. Et Nini, ben oui, bien sûr, pourquoi et tout. Puis elle comprenait, elle dit, ah non, ben, vraiment, il n'y avait aucun problème et tout. Enfin, en tout cas, dans notre village, il n'y avait pas de problème. Dans le village à côté, effectivement, il y a eu un problème, mais bon, quand ils s'en sont rendus compte, le prêtre, ils l'ont envoyé à la Réunion. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, bon, il y en a plein, en fait, on aurait pu faire 2 heures, mais après, c'est un choix de... Comment dire ça, de rythme et de dynamique, quoi, voilà. Mais bon, voilà. Moi, je vais questionner Nini, du coup. Vous avez embarqué immédiatement le projet quand ça vous a été proposé? Est-ce que j'ai répondu oui tout de suite au projet, c'est ça? Non. Non, pour une raison principale, c'est que j'ai effectivement une expérience de théâtre, plus de performance, théâtre physique, engagé, un peu de danse, etc. Merci. Voilà, pendant pas mal d'années avec une compagnie, et que le travail de texte, voilà, c'est pas vraiment, voilà, je n'ai jamais fait ça. Donc voilà, c'était un peu mon appréhension par rapport à cette forme qu'allait prendre ce travail, en tout cas. Donc j'ai mis un petit temps avant de m'engager. Et puis par rapport aussi à ma réalité de vie professionnelle autre, effectivement, puisque je suis aussi barman. C'est un lieu... Barmaid. Oh, pardon, barmaid. Barmamed. Dans un théâtre, une scène nationale. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et puis je pensais bien que le projet n'allait pas être très simple. En même temps, ce qui m'a permis de dire oui, je crois, c'est qu'on partait pas d'un texte existant, qu'on allait construire ensemble que l'aventure allait vraiment être faite ensemble, et l'écriture ensemble, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Ça aurait été du Shakespeare ou je sais pas quoi, non. Mais voilà. Mais je n'ai pas dit oui tout de suite, effectivement. Voilà. Question suivante. Ah. Madame à lunettes, vous avez déjà posé une question, c'est la deuxième. Hein. Après, c'est Joker. Hein. D'accord. Non, mais justement pour Mohamed ou Mahmoud, ouais. Comment lui, ça s'est passé et quelle est sa position aujourd'hui en France? Il est égyptien, français Donc là, je continue à faire le metteur en scène et auteur qui parle pour les Arabes, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, il n'est pas là, donc voilà. En fait, on a pris une espèce de décision de politique de compagnie par rapport à ce truc-là. C'est que ce texte, en fait, ces 2 figures sont extrêmement nourries, informées de la biographie de chacun des interprètes, mais pas que. Comme j'ai expliqué au début, on a fait, voilà. Et donc, il y a un endroit biographique et puis un endroit de fictionnel, on va dire. Et on a décidé de ne pas, de ne pas élucider où passer la frontière. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, par rapport à madame, il a accepté tout de suite l'expérience, ou pas? Alors lui, alors je me remémore. Oui, lui, il a accepté de suite. Oui. Ouais.
Non, peut-être pas ça. Pas celle-là. Je connais pas par cœur. On est spécialiste des chansons sur la Lune. Ah, la Lune. Ah oui, Alors, la Lune. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. oui Moi, par je exemple, voilà. c'est très bien ça. Si vous pouviez faire ça. Ah, À 22h, il y a une éclipse partielle ce soir. Une éclipse de lune. éclipse de Lune. Bonne nouvelle. Alors, encore une question, peut-être une deuxième maximum, et ensuite on part se coucher. Peut-être d'avoir fait tout ce travail, est-ce qu'on trouve un peu des billes, des réponses sur comment éviter ces écueils, comment ne pas se sentir soi-même coupable de clichés bien involontaires et de bienveillance mal placée, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a des billes? Est-ce qu'il faut penser, questionner différemment? Est-ce que vous êtes questionné? Moi, j'ai pas de billes, non. J'ai jamais eu de billes. Mais Là, je peux répondre que donc à la première personne, mais pas de l'auteur, je sais pas comment dire, mais parce que bon, effectivement, j'espère qu'on ne fait pas une leçon de choses, qu'on donne pas de voilà. Mais en tout cas, ce que je pense très profondément, en fait, c'est que ce qui pèse sur chacun de nous en termes de préjugés, etc., c'est quelque chose de très lourd qui vient de très loin, et que il n'y a pas de décision de s'en affranchir, ça marche pas. On ne décide pas. C'est un travail, c'est un effort, et on se prend le pied dans le tapis tout le temps, et on se prend des murs tout le temps. Donc, pour parler à la première personne, moi, ça fait 7 ou 8 ans que je vis dans les mondes arabes. Je prends le mur encore, voilà, et parce qu'on est construit de ça, quoi. Parce que, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même très fortes et très ancrées. Qui nous traversent, qui nous agissent. Et donc, moi personnellement, je n'ai pas d'autre réponse que de se poser la question en permanence. Voilà. Mais bon. Et je ne me considère en aucune manière comme un exemple voilà, comme le mec qui a réussi la rencontre. Vraiment, là, franchement, je prends le mur plus souvent, assez souvent. Ouais. Oui. En ce qui me concerne, moi, il y a une chose qui m'a un peu gêné, c'est qu'à un moment donné, il y avait une exagération, je pense, dans les rires, avant de poser des questions dérangeantes. Et ensuite, je ne pense pas qu'il y ait que des clichés sur le monde arabe, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au sein de la religion musulmane ou islamique, plutôt islamique que musulmane, qui sont sur toutes les contraintes de la femme. Je ne dis pas que chez nous, il n'y en a pas, parce que le masochisme et les 75 femmes qui sont mortes sous les coups des hommes en France, le machisme, pardon, excusez-moi, c'est exact. Et donc, on ne peut pas dire que chez nous, ce soit un long fleuve tranquille. Mais il se trouve quand même que les maltraitances des femmes dans les pays musulmans, elles se battent d'ailleurs contre à certains endroits. Et ici, on trouve qu'il y a des choses qui se font inversement. C'est-à-dire que autant on a connu toute une période où la femme musulmane ne se voilait pas, et aujourd'hui, on trouve énormément de femmes qui se voilent ici, alors que dans certains pays musulmans, elles refusent le voile. Et je trouve qu'il a un peu évité les questions qu'on leur posait sur le traitement de la femme, qu'on lui posait sur le traitement de la femme. Alors, je ne sais pas si c'était voulu, ou si j'ai rien compris. Peut-être que j'ai rien compris. C'est pas... Alors, je ne sais pas trop comment aborder. Une fois de plus, moi, j'ai pas de leçon à donner, et il me semble que comment dire. Voilà, il me semble que. Voilà. Pour vous donner un exemple, on a joué une fois ce spectacle dans un collège au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. Moi, j'étais pas très pour, parce que je pensais que collège c'était trop jeune, voilà. Mais bon, on a dit mais si les troisièmes ou les quatrièmes, je sais pas, ont été bien préparés, etc. Bon, on y est allé, on a fait le spectacle, on est allé, je veux dire, dans le collège, et on a fait le spectacle dans le collège. Et en fait, il y a un gamin de, je sais pas, 13 ans, quoi, qui s'est fermé, mais brutalement fermé. Et mais je veux dire, c'était physique.
Il était complètement comme ça. Et les profs qui étaient là, etc., à la fin, voilà, il y a une petite discussion, puis qui a été interrompue parce que c'était la cantine, et donc à 13 ans, quand ça sonne, vous allez bouffer, voilà. Et le gamin, il était là, il était mais tétanisé, quoi. Et en fait, le truc, c'était, mais en fait, c'est insupportable la manière dont vous avez insulté l'islam dans ce spectacle. Voilà. Bien sûr, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous, votre perception, c'est peut-être que le spectacle est trop doux, ou je sais pas quoi, ou trop compréhensif. Je veux pas parler à votre place, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, si je prends le témoignage, d'une certaine manière, muet de ce gamin qui était tétanisé, de notre côté, ça ne l'est pas. Donc, c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis, moi, j'ai l'impression que... comment dire, d'une certaine manière, j'ai essayé de tirer le tapis sous les pieds de tout le monde en permanence, quoi. Et je crois pas que du côté... je sais pas si c'est équilibré ou pas, mais en tout cas, il me semble qu'on entend des critiques. Il y a des critiques qui sont exprimées sur le statut de la femme dans la religion musulmane. Après, dans le spectacle qu'on a fait, quoi. Après, vous pouvez considérer que c'est sur un mode qui, en fait, les décharge, etc. Ça, c'est votre considération. Je sais pas. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je veux dire, vous êtes parfaitement libre et votre perception est totalement valable. Mais juste, je disais ce truc de gamin parce que, si vous voulez, par exemple, on s'est posé la question. Bon, maintenant, au début, avant de commencer le spectacle, j'ai quand même posé la question à Mahmoud de lui dire, mais est-ce que si l'éventualité se présente de jouer ce spectacle au Caire, tu serais d'accord, qu'on se mette d'accord sur où on va et jusqu'où on va, etc. Et lui m'a dit oui, et même je veux. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait aimé pouvoir dire... Alors, tout en ayant en tête ce que j'ai dit tout à l'heure à madame, c'est-à-dire que la fiction, on ne sait pas où elle s'arrête, où elle commence. Mais dire sur scène, je suis gay. Voilà. Il se trouve que de toute manière, ce n'est pas possible parce que si vous voulez jouer en Égypte, vous devez d'abord soumettre votre texte à la censure et avoir un personnage. On ne parle même pas de savoir si le personnage dit vraiment ce qu'il est, etc. Mais juste un personnage sur scène qui dit je suis gay, c'est pas possible. Mais même si on enlevait tout ça, tout ce qu'on dit sur la religion musulmane, c'est juste, ça ne passe pas la censure en Égypte non plus, si vous voulez. Donc en fait, vous voyez votre perception sur est-ce qu'il n'y a pas une, peut-être que je vais trop loin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de complaisance vis-à-vis de l'islam dans ce spectacle? Ça dépend d'où on se trouve aussi. Et ce spectacle, il est à des... voilà, moi j'ai essayé de balayer devant ma porte. Voilà. Donc effectivement, peut-être que c'est un peu biaisé de ce côté-ci parce que c'est ma porte à moi et que puisque j'y suis, je vais jusqu'au bout. En fait, même si je l'ai écrit et que c'est dit dans le spectacle, il y a un angle mort dans ce spectacle. C'est qu'au bout du compte, c'est quand même une fois de plus un homme blanc, européen, occidental, qui a 50 berges, voilà, qui est le patron, qui écrit et qui fait parler les autres. Voilà, as usual. Voilà. Oui. Ouais. Mais ça, voilà, ça me dédouane pas de ce que j'ai fait, mais voilà. Et donc après, si je voulais aller plus loin, je dis comment est-ce que je trouve, comment trouver une collaboration pour qu'il y ait une sorte de, alors je sais que le mot est très dévalué aujourd'hui, mais une sorte de démocratie de la parole pour qu'on puisse, voilà. Donc là, à un moment, si vous voulez, mais c'est ce qui s'est passé avec ce que j'ai expliqué à la genèse du texte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se faisait tellement chier avec notre partie de ping-pong que, voilà, Younes Anzan, qui est lui marocain, musulman, machin bidule, il dit ça manque d'écriture, il faut écrire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge la parole. Et il se trouve que c'est moi, voilà. Oui, la question que je me posais et dans le contexte dans lequel vous le mettez, c'est vrai qu'effectivement, pour ici,
je le trouvais léger. Je pense que c'est vrai, ça ne passerait absolument pas au Caire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc effectivement, c'est vrai que c'était bien de soulever les questions. Par contre, je suis un peu frustré dans les réponses et c'est ce que je voulais émettre tout à l'heure. Voilà. Oui, bonjour. En fait, c'est étonnant parce que c'était cette question-là. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Non, on ne m'entend pas. Si. Bon, c'est ma voix, excusez-moi. C'est exactement cette question-là que je voulais soulever. Parce qu'à l'intérieur du texte est dit effectivement que, et ça semble être le nerf de toutes les guerres de création et de témoignage, qu'on ne doit pas parler à la place de les voix de femmes muselées. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire parler à la place de? Et c'est une vraie question en tant qu'auteur, parce qu'aujourd'hui que la liberté se revendique à droite et à gauche, on voit plein d'auteurs aussi qui s'emparent de la souffrance de certains pays, des trucs très graves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vous demande, c'est normalement, on devrait pouvoir, en tant qu'écrivain, témoigner justement d'un crime contre l'humanité, quel qu'il soit. On ne devrait pas même avoir des questions politiques à prendre en considération. On devrait prendre un risque, celui-là. On devrait même pas essayer de temporiser, de dire là ça passe pas. Et la question que je vous pose, c'est que si dans la création, on n'arrive pas à savoir comment faire pour ne pas parler à la place de quelqu'un, est-ce qu'une femme qui n'a pas été violée peut, enfin je parle d'une femme, un auteur qui n'a pas été violé peut dire le viol, voilà. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la question que je vous pose en tant qu'auteur. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité simplement de conscience à prendre et à assumer, plutôt que d'essayer de... Vous voyez, chacun, vous êtes auteur, et dans le fait d'écrire et d'être créateur, vous avez à prendre la responsabilité de faire ça comme vous le faites, quoi, et de discuter. Enfin, je sais pas, voilà. Je vous pose la question de c'est quoi être auteur si c'est pas parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Oui, enfin, oui. Alors je fais très vite, mais oui, moi je pense que c'est une question qui n'a pas de réponse, catégorique, qui n'a pas de réponse définitive, et qui n'a peut-être que des réponses dynamiques et des réponses en mouvement. La manière avec laquelle je vais, vous allez voir. Il y a un truc qui m'a, quand je l'ai lu la première fois, qui m'a foutu la chair de poule. C'est une parole, pas une parole, un écrit de Albert Camus qui préface juste après-guerre la réédition d'un roman de Albert, je crois, Guillou, qui s'appelle Maison du peuple. Guillou était ce qu'on appelait à ce moment-là un auteur, un écrivain prolétaire. Donc c'était un mec qui sortait du prolétariat et qui écrivait sur le prolétariat. C'est un livre qu'il avait, Maison du peuple, qu'il a publié dans les années 30 et qui a été republié juste à la sortie de la guerre. Et il a demandé à Camus, dont on connaît l'extraction. Bon, il y a l'Algérie, mais il y a le prolétariat chez Camus aussi. Et ils étaient amis, les deux hommes, de faire la préface de ce livre. Et Camus, dans cette préface, il écrit, alors c'est pas les mots exacts, mais le sens c'est ça, il écrit, en fait il se trouve que la quasi-totalité des écrivains, donc c'est la fin des années 40, des écrivains français qui écrivent sur le prolétariat aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de vague comme ça, sont des gens qui ne sont pas au-dessus du prolétariat, qui sont des bourgeois. Voilà, c'est un fait, c'est tout. Et lui, Guillou, c'est quelqu'un qui écrit de l'endroit d'où il vient. C'est quelqu'un qui écrit de l'endroit où il sait. Et il dit, moi, pour ma part, et c'est ça la phrase de Camus, il dit, je veux bien qu'on témoigne, mais si je puis dire, je veux bien qu'on témoigne après avoir été égorgé. Voilà, ça c'est la phrase de Camus. Moi, je vous laisse avec ça, parce que lui c'est Camus, moi je m'appelle... voilà, Jules. Non, mais je comprends très bien, mais
Mais je comprends très bien. Mais je voulais, quand vous lisez ça sur Camus, enfin, quand c'est Camus qui dit ça, waouh, voilà. Moi, je suis un tout petit monsieur, quoi. Enfin, voilà. Moi, je voudrais vous poser une question sur à quel moment dans le processus de création vous avez pensé à cette forme de traduction. Je trouve très original parce que c'est la première fois où, en fait, la traduction s'invite comme un acteur dans le jeu, parce que c'était pas uniquement la traduction de l'un ou de l'autre, comme on a un peu l'habitude, enfin en tout cas. Et c'est la première fois où à un moment donné, il y a comme, alors c'est pas une mise en abîme, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai eu l'impression que la traduction rentrait dans le jeu de la fiction-réalité qui était en train de se jouer entre les deux, et du coup ça devenait entre les trois, où la parole s'invite là aussi. Et je voulais savoir dans quel moment du processus de création vous avez cette idée-là, cette forme. En fait, quand l'idée est venue que je me suis dit, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme comme ça, etc. Tout de suite, l'idée est arrivée, casquée et beauté. C'était lui ne parle qu'arabe, elle ne parle que français. Il y a une traduction simultanée. Voilà. C'était l'idée. Enfin, c'est arrivé d'un coup. Tout est arrivé ensemble. Donc, c'est pas à un moment que c'est arrivé. Après, il y a un moment où je me suis libéré de la question de la traduction simultanée. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, Nini va arriver, elle va ouvrir un ordinateur, on va tricher, on va faire comme si, parce qu'évidemment, c'est pas du tout simultané. On envoie les surtitres, le texte, il est écrit, etc. Voilà. Donc après, je me suis affranchi de ça parce que je me suis dit que finalement, c'était pas ça l'enjeu. Mais finalement, de mettre les deux langues les deux langues sont au même niveau, quoi. Et donc, c'est une manière aussi de rééquilibrer finalement la rencontre, quoi. Et puis après, peut-être que c'est un peu théorique ça, mais moi, ce qui me plaît dans l'idée, je veux dire, un des acquis de la linguistique, c'est que en fait, même quand on parle dans la même langue, quand je vous parle et que vous me parlez, chacun de nous traduit dans son propre usage de la langue qui nous est commune ce que l'autre lui dit. Donc en fait, l'interlocution est fondamentalement un processus de traduction, même dans la même langue. Et donc effectivement, quand ce processus se fait entre des langues différentes, ça se complexifie et ça devient problématique parce qu'il peut y avoir plein de la difficulté est énorme, mais que fondamentalement, le processus de la rencontre, du dialogue, c'est un processus de traduction. Et c'est un peu... c'est un peu une phrase de théâtre qu'a écrit de la femme, mais quand il dit, après la danse, il dit est-ce qu'on continue à traduire, et qu'elle dit ben non, il faut continuer à traduire. Moi, si j'ai un message, voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, parce que traduire, c'est accepter qu'il y a un endroit de gris entre le noir des lettres et le blanc du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'on est tout le temps en train de négocier ce qu'on comprend l'un de l'autre. Voilà. C'est une négociation permanente. Donc, il n'y a pas de... Contrairement à ce que veulent nous faire croire les hommes politiques, par exemple, et les idéologues, on n'est jamais définitivement d'accord. On est tout le temps en train de négocier notre accord. Voilà. Et ça, voilà, moi, c'est quelque chose que je crois là profondément, quoi. Voilà. Et c'est plutôt pas mal comme forme de conclusion. Et on pourrait même se dire, amis artistes et amis spectateurs, que maintenant que vous avez fait un peu connaissance ensemble, que vous avez lié quelques mots et échangé moult propos, peut-être vous pourriez continuer au bar. En quelle langue? Et dans la langue que vous voulez, et peut-être même celle des signes. Allons-y. Merci. Bravo, Jules. Éphémère, la radio qui ne manque pas. Éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Ami festivalier, tu seras heureux d'apprendre que le bar de Thierry est ouvert pour toi aussi. Tu y trouveras du frais, du chaud et même du tempéré. Le bar de Thierry pour un été réussi.